Bonjour à tous et donc bienvenue pour cette petite formation en ligne sur les actions de la Chine. Donc comme je disais, c'est la petite reprise depuis le mois de juin, si je ne me trompe pas. Et donc comme à chaque fois, je précise que cette petite formation, elle s'inscrit dans un cycle de formation dont vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la chaîne YouTube du CDTM. Alors je mets le petit lien dans le chat pour ceux que ça intéresse. Si je ne me trompe pas, les dernières formations qu'on a organisées, c'était sur l'action des fonds vautours, et puis il y avait sur la dette belge avec Olivier Bonfond. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube. Et donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on se penche sur le sujet de la Chine, puisque la Chine, aujourd'hui, est en train de devenir un acteur de plus en plus important sur les marchés internationaux et surtout sur le marché des dettes et des créances. En tout cas, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, ça amène un bon nombre de critiques de la part des États du Nord, donc des États occidentaux, des institutions financières auxquelles ils sont affiliés. Et on a même le terme de Chine-Afrique qui apparaît. Chine africaine. Je me permets de couper ton micro, Dominique. Oui, Et alors, du coup, pour en parler, ben, on a Pierre-François Grenson, donc, et Salamata Sidibé. Vous laisse la parole peut-être pour vous présenter rapidement. Salamata en première. Et bonsoir, moi je suis Sidibé Salamata, épouse Konaté. Je suis doctorante en troisième année de thèse en communication de crise. Je suis aussi militante au niveau de Attax et ADTM Burkina Faso depuis déjà quelques années. Et je suis très heureuse d'être avec vous cet après-midi. Merci. Merci à toi. PF. Bonsoir, Pierre-François Grenson. Je suis permanent du CNDTM à Liège. Ça fait 1 an et demi que je travaille là. Et voilà, donc j'ai écrit une suite d'articles sur la Chine en Afrique. Et c'est pour ça que je suis là pour vous en parler ce soir. Merci à tous et à toutes d'être là. Merci, merci. Et donc, ouais, comme vient de le dire Pierre-François, en fait, l'idée de cette formation, elle est partie d'une analyse que Pierre-François avait fait. Alors, je vous mets le lien qui renvoie vers l'article, vers le site. C'est un article qui est découpé en trois parties, si je ne me trompe pas. Et alors, sur le lien, vous pouvez retrouver le lien vers les autres parties. Et alors, je vais laisser la parole à Pierre-François en premier, qui va détricoter un peu les discours dominants sur la place de la Chine, et qui va illustrer avec quelques exemples. Et ensuite, je laisserai la parole à Salamata qui va parler de la nouvelle banque de développement et des différentes formes de financement qu'ont les pays du Sud et quels sont les impacts. Du coup, PF, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je me signale juste que je regarde aussi en même temps certaines notes sur mon ordinateur pour des chiffres. Donc je vous vois pas tous et toutes. Donc n'hésite pas, Pablo, à me couper si jamais je vois pas des mains levées ou des réactions ou quoi Ça marche. pendant que je parle. Donc, tout d'abord, pourquoi est-ce qu'on va parler de ce sujet aujourd'hui? Donc, Pablo l'a un petit peu expliqué. N'hésitez pas à me dire si aussi je parle trop vite et si vous m'entendez mal. Normalement, là, ça devrait aller. Donc, on parle de ce sujet aujourd'hui simplement parce qu'en fait, c'est un sujet qui m'a intéressé de par mon travail au CDTM, parce que je voyais énormément passer dans les médias les derniers temps, et surtout depuis en fait la guerre commerciale de la Chine avec les États-Unis, des sujets sur la présence chinoise en Afrique. Donc, il y a eu énormément, en fait, on est du côté occidental, il y a eu énormément d'avertissements sur le fait que la présence chinoise grandissait énormément en Chine, sur le fait que la dette de de l'Afrique, pardon, était devenue insoutenable et que c'était en grande partie à cause de l'action de la Chine qui faisait énormément de prêts sans réfléchir aux conséquences, etc. Alors que nos institutions à nous, comme le FMI et la Banque mondiale, excusez-moi pour mon débouché, euh, sont totalement irréprochables et font des prêts en ayant bien conscience des difficultés de remboursement, etc.
Ça m'a beaucoup rappelé le macartisme et tout ce qu'on faisait avec en utilisant les Russes comme des épouvantails durant la guerre froide. Et ça m'a donné un petit peu envie de creuser. Donc ça, c'est juste pour le contexte. En fait, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait énormément de confusion, que dans les médias, on disait que la Chine détenait 40 à 60% des créances africaines, que c'était des prêts à taux zéro et que la Chine enfermait l'Afrique dans le piège de la dette. Tout d'abord, on va préciser que l'Afrique n'est pas un pays, c'est un continent, et que, pour ceux qui ne le savaient pas encore, et donc, il y a énormément de cas très différents. On ne peut pas prendre le bloc africain tel quel, en tout cas pas quand on fait des études sérieuses, et penser que on prend l'Afrique en tant que telle. Je vais faire plusieurs fois ce raccourci ici, c'est simplement pour donner des chiffres qui sont globaux, parce que j'ai pas eu accès à tous les détails des chiffres, puisque, on le verra après, la Chine n'est pas totalement transparente sur les chiffres qu'elle transmet par rapport à ses prêts. Mais le fait de dire l'Afrique à chaque fois, ça peut porter à confusion, puisqu'il y a des pays qui sont très endettés auprès de la Chine, et il y a des pays qui sont beaucoup moins, et donc il y a des pays qui sont en crise de la dette, et il y en a qui ne le sont pas du tout. Donc déjà, il faudra bien faire cette différence-là, puisque la Chine est un continent avec une multitude de situations complètement différentes. Ensuite, quant à la responsabilité chinoise par rapport au poids de la dette, il faudrait d'abord peut-être balayer devant notre porte. C'est quelque chose qui est souvent revenu, c'est que en fait, dans les médias, il y avait beaucoup d'avertissements sur le fait que, à cause de la Chine, plusieurs pays allaient tomber dans le piège de la dette. Et en fait, c'était sans tenir compte du fait que le FMI et la Banque mondiale possèdent énormément de créances en Afrique et sont responsables en fait de l'effet boule de neige de la dette depuis des années, donc ça, je vous renvoie au travail du CADTM par rapport à ça, mais sont responsables depuis la décolonisation d'énormément de prêts et de dettes coloniales qui ont été légués aux pays nouvellement indépendants. Donc ça, c'est aussi un problème qui est aussi vieux que les colonies et qui, du coup, est totalement la responsabilité des anciennes puissances coloniales, ou en tout cas en grande partie. Ensuite, le FMI et la Banque mondiale sont les premiers à ne pas vouloir lâcher leurs créances. C'est-à-dire qu'on parle tout le temps d'abandon de la dette, etc. On dit qu'il y a eu l'initiative pour les pays pauvres, très endettés, etc. Ça n'a pas donné grand-chose. Et on sait que la question de l'annulation des dettes n'a jamais été posée en ces termes par le FMI et la Banque mondiale. Donc, mettre en garde par rapport au péril chinois et à l'endettement chinois, à l'endettement africain par rapport à la Chine, alors que on n'est pas prêt à réellement parler de réparation, d'annulation de la dette, etc. C'est quand même un petit peu étonnant. On a notamment eu un bon mot de l'ancienne présidente du FMI qui s'appelle Christine Lagarde, qui a dit qu'il fallait faire très attention puisque la Chine ne rinçait pas gratis. Quand on voit l'action du FMI en Afrique, ça fait doucement rire. Ça, c'était de nouveau pour le contexte. Donc, qu'est-ce qu'il en est des chiffres? En fait, plus précisément, il faut savoir qu'il y a eu deux temps. Déjà, tout d'abord, les collaborations entre la Chine et le continent africain s'est faite tout d'abord avec les décolonisations et le fait que vous n'êtes pas sans savoir que toujours aujourd'hui, il y a deux Chines et que, en fait, à la sortie pardon, dans les années 60, à la sortie de la colonisation, enfin la décolonisation, la Chine a cherché énormément d'alliés, notamment pour permettre d'isoler Taïwan politiquement, et c'est exactement ce qu'elle a fait en Afrique. On connaît très bien les techniques françaises, par exemple, de vote dans les institutions internationales pour échapper à certaines mesures coercitives, comme par exemple des mesures de rétorsion par rapport à la guerre en Algérie. Elle a cherché des votes parmi les alliés africains. C'est exactement ce que la Chine fait pour isoler Taïwan politiquement. À l'heure actuelle, il n'y a plus qu'un seul pays sur le continent, qui est l'Eswatini, qui soutient Taïwan et qui ne maintient pas des relations diplomatiques avec Pékin. C'est un des premiers buts dans la première phase de la présence chinoise en Afrique. La deuxième phase, en fait, elle s'est fait beaucoup plus récemment, elle s'est fait à partir des années 2020, et c'était énormément de prêts qui ont été faits
dans tous les pays d'Afrique, mais surtout à l'ouest pour commencer et ensuite à l'est. C'était des prêts qui ont été faits de manière un peu différente du FMI et de la Banque mondiale. C'était quelque chose qui était recherché par beaucoup de pays sur le continent, puisque la Banque mondiale et les pays occidentaux mettent énormément, comme vous le voyez dans le travail du CADT, mais enfin, on l'explique beaucoup, de conditionnalités à leurs prêts. Ça peut être des conditionnalités par rapport au respect des droits de l'homme, par rapport au type de régime politique, etc., même si on sait que souvent c'est assez hypocrite. Mais ça peut aussi être des conditionnalités a posteriori en cas de non-remboursement. C'est ce qu'on a appelé très longtemps les plans d'ajustement structurel. La Chine a une approche un peu plus différente et surtout continue à accorder des lignes de crédit à énormément de pays. C'est en fait ça qui fait que ça constitue une alternative aux prêteurs traditionnels. Pour les chiffres, en fait, en 2018, le Jubilee Debt Campaign a sorti un rapport qui estime que, en fait, au lieu des 40 à 60% de la dette détenue par la Chine sur le continent africain, qui est tout le temps rabattue dans les médias, ce serait plutôt de l'ordre de 20% de la dette publique extérieure africaine qui serait détenue par la Chine. On voit déjà que les ordres de grandeur changent quand même énormément. Ensuite, il faut savoir qu'il y a surtout, avant et surtout, 55% de cette dette de cette dette extérieure africaine qui est détenue par le secteur privé. Donc on voit ici que on n'a pas tous le même traitement médiatique. Vous verrez ici que je vais avoir l'air de souvent défendre la Chine, etc. par rapport aux médias. En fait, j'essaie simplement de remettre l'église au milieu du village. On le verra plus tard. L'action de la Chine n'est pas beaucoup mieux que celle des pays occidentaux. Elle est différente. Mais simplement crier tout le temps au péril rouge, ça ne permet pas des analyses très en profondeur. Donc, comment est-ce que la Chine, quels sont les types de prêts que la Chine accorde? En fait, il faut savoir que ce dont on a beaucoup parlé, et l'exemple du coup n'est pas africain, j'en ai bien conscience, c'est du port de Hambantota, qui est un port en eau profonde, qui se situe au Sri Lanka. Et en fait, c'est un exemple qui a souvent été utilisé par les médias pour dire que la Chine s'appropriait des infrastructures en cas de non-remboursement de la dette de la ligne de crédit qu'elle fournissait à certains pays. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut savoir que du coup, le gouvernement sri-lankais a accepté énormément de prêts de la Chine, puisque c'était aussi son premier partenaire commercial, c'était aussi son premier investisseur, et la Chine a continué à prêter. Il y a eu une mauvaise gestion de la part du gouvernement, et il y a énormément d'articles qui ont été écrits, notamment par mon collègue Maxime Perriot sur ce sujet. On sait d'ailleurs qu'il y a eu d'énormes mouvements civils de la société civile au Sri Lanka l'année passée, et que en protestation au gouvernement qui était complètement corrompu. Mais soit. Donc ce port, en fait, ce port devait être étendu. C'était censé être un grand projet de politique, le projet du siècle, comme appelé par le président Xi Jinping au Sri Lanka. C'est un port qui passe par une des routes commerciales les plus fréquentées du monde, en fait. Et du coup, c'était une partie du projet Belt and Road Initiative, la nouvelle route de la soie. La Chine a fait beaucoup de pression pour que ce port soit agrandi, pour permettre à ses bateaux d'y aller. L'ancien président du Sri Lanka a accepté ces prêts puisque c'est en fait une plus-value politique d'avoir des grands travaux dans le pays au niveau des infrastructures, etc. Puisque c'est des choses qui sont directement visibles par la population et que quand il y a des échéances politiques, ça fait très bien de dire que on augmente la croissance, les infrastructures, etc. et qu'on a un partenaire puissant qui accepte de construire dans le pays. En fait, il n'y a aucune étude de faisabilité qui a été faite par rapport à ce port. Donc les travaux ont coûté beaucoup plus cher que prévu, ont duré beaucoup plus longtemps que prévu. Il y a eu un impact sur la faune et sur les populations qui a été énorme. On sait par exemple que, ça peut paraître anecdotique, mais qu'il y a énormément de troupeaux d'éléphants qui ont été déplacés et en fait qui ont commencé à agresser les populations alentours, puisque leur habitat naturel était menacé. Et du coup, ils ont simplement piétiné plein de gens sur leur passage, puis ils ont juste trouvé de nouvelles routes de passage. Il y a eu un gros impact sur les populations qui ont été déplacées et qui ont été très peu indemnisées, voire pas du tout par rapport à ces déplacements-là. Et on s'est rendu compte surtout à partir de 2015 que en fait, la dette du Sri Lanka était complètement insoutenable et qu'elle n'était pas remboursable.
Ce que la Chine a proposé, puisque cette dette n'était plus remboursable par rapport aux rentrées d'argent que le Sri Lanka avait, c'était d'avoir les droits sur le port. Donc c'est pas, elle n'a pas pris possession du port comme il a été dit beaucoup dans les médias, mais elle a une concession sur 95% du port pendant 99 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Chine gère ce port, qui est un port maritime important, comme je l'ai dit avant, pendant les 100 prochaines années. Donc, il a été dit à un moment que c'était encore une appropriation, etc. La Chine fait beaucoup moins ça en Afrique, et c'est un exemple du coup qui a été trop utilisé, puisque c'est pas un exemple exact. Ce qui se passe par contre, et ici ça a été le cas par exemple, là je vais venir à un autre exemple, c'est le cas de la République démocratique du Congo, c'est ce qu'on a appelé les accords SICOMINE. Les accords SICOMINE, c'est des accords qui ont été signés en 2007 entre la Chine et la République démocratique du Congo, qui disait qu'en échange de la construction de certaines infrastructures, c'était, si je me rappelle bien, des hôpitaux, quelques autoroutes et des écoles, euh, la Chine avait droit à l'exploitation d'une mine, de plusieurs mines de cobalt congolaises. Il y a donc eu une joint venture entre une entreprise chinoise publique et une entreprise congolaise. Et en fait, à partir de 2008, il y a 66% enfin, des bénéfices tirés de l'extraction de cette mine de cobalt qui allaient au remboursement de la dette congolaise et 34% qui allaient aux actionnaires principaux. Il y a la Chambre des mines congolaises qui a fait une étude qui est assez terrifiante dans mon sens, qui veut que à peu près 70% des mines congolaises sont actuellement exploitées par la Chine. Donc en fait, la Chine fait des prêts et se rembourse directement sur l'extraction de minerais. C'est les prêts qui sont le plus souvent faits pour le moment. Ça lui permet en fait d'avoir une sécurité sur ses approvisionnements stratégiques, puisque comme j'imagine vous le savez toutes et toutes, la Chine est le premier consommateur de matières premières au monde, puisque c'est l'usine du monde. C'est pas spécialement que pour de la consommation intérieure, c'est aussi pour construire des biens qui sont destinés à l'exportation. Toujours est-il qu'elle a besoin d'énormément, elle est très gourmande en matières premières, etc., que ce soit pour les réexpédier vers les marchés européens ou quoi que ce soit, ou pour sa consommation intérieure. En tout cas, il faut qu'elle s'assure des approvisionnements stratégiques sur les minerais, sur les hydrocarbures, etc. Donc c'est ce qu'on appelle des accords minerais contre infrastructure. Ensuite, il y a aussi les accords infrastructures financées par les ressources. C'est un autre type d'accord avec une certaine nuance, ça ressemble un peu au premier. C'est ce qui est fait quand en fait la Chine s'assure des bénéfices sur la revente de certains, d'une part, de la production, par exemple, d'hydrocarbures d'un certain pays. Elle va donc dire, j'ai droit à me rembourser la dette, enfin la ligne de crédit que je vous ai accordée sur des barils de pétrole. C'est-à-dire que tant que cette dette n'est pas remboursée, j'ai droit à avoir des barils de pétrole à leur valeur du marché. Alors c'est un problème. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce qu'en fait, c'est directement lié au cours du marché. C'est-à-dire que si le cours du pétrole, donc ici on a pris le pétrole comme exemple, ça peut être d'autres choses, mais c'est-à-dire que si le cours du pétrole baisse, en fait la dette du pays est la dette du pays emprunteur est plus difficilement remboursable. Puisque si le pays doit rembourser 200 millions mettons, sur du pétrole, que le cours du pétrole chute de 40%, eh bien alors, il va falloir que le pays donne beaucoup plus de barils de pétrole à la Chine pour pouvoir rembourser. Donc ça peut carrément être un problème en cas de cours à la baisse des marchés internationaux, ce qui est arrivé plusieurs fois les dernières années. Voilà que je me perds légèrement dans mes exemples. Mais donc, est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Parce que je suis un peu rapide et je passe sur beaucoup de choses. Je ne sais pas si tout le monde va bien, tout le monde est accroché. Très bien. Donc, alors, Attends, il y a une question de Brigitte qui lève la main, oui, je pense. Donc, dans les exemples, est-ce que c'est une fausse information ou bien est-ce que tu vas y arriver? C'est les confiscations des terres au Mali, par exemple. les confiscations des terres au Mali, moi, j'ai pas beaucoup travaillé dessus, mais en fait, le truc, c'est que souvent, c'est des accords entre la Chine et le pays. Donc, les terres ne sont jamais confisquées en tant que telles. C'est souvent pour de l'extractivisme, c'est souvent contre
des minerais, etc. Donc, si c'est des terres qui sont considérées comme exploitables pour l'extraction de minerais ou pour l'exploitation d'hydrocarbures, c'est des concessions. C'est jamais des terres agricoles ou quoi que ce soit. En fait, c'est des concessions minières. Donc, le sol, donc en droit international, par exemple, le sous-sol appartient toujours à l'État. Donc, c'est ça aussi que souvent, il y a des choses qui sont dites par rapport au port ou par rapport aux terres, comme Mhm. quoi ce serait une donation ou que ça appartiendra à la Chine, comme on a vu avec Djibouti, avec la base militaire ou ce genre de choses. C'est exactement pareil que pour les États-Unis, c'est-à-dire que ce sont des locations, mais c'est pas des confiscations. Par contre, Mais pour moi, je l'exemple précis, parlais de terres agricoles, justement. pour l'exemple précis du Mali, ça, je ne peux pas, mais je pourrais aller regarder et renvoyer un mail aux personnes qui sont ici, mais en tout cas, j'ai pas l'information pour cet exemple particulier-là. Dominique, tu as une question? Oui. Oh, il faut activer ton micro. Oui, la question est très pertinente parce que, en fait, cette histoire de concession, ça ramène à l'époque coloniale. Hein, ok. Je trouve très, très intéressant ce que tu expliques. C'est vraiment pertinent et tout. Et la question aussi, parce qu'en fait, on voit que le problème, c'est que tout le monde ne comprend pas ce qui se passe. Que ni les populations là, enfin, on comprend, les populations là, elles voient bien ce qui se passe. Nous, ici, on est noyé dans du vocabulaire, etc., et on ne comprend pas. Et tu expliques très bien, justement. Et donc, effectivement, c'est important cette réunion et que ce soit enregistré pour que les gens comprennent ce qui se passe. Parce que le terme concession, les terres qui sont volées comme ça, c'est la suite du colonialisme, en clair et net. Et voilà. Et donc, c'était ce que je voulais dire comme ça. La question est pertinente sur qu'est-ce qu'on va faire, justement pour éviter qu'on remplace la Chine, qui sera considérée comme un ennemi du capitalisme, etc. Alors que le problème, c'est le vol des terres, le vol des... sous prétexte que ce sont des concessions. Ça, c'est choquant, hein. Merci beaucoup. Merci à toi d'être ici. Et du coup, je viens d'aller légèrement checker tout en t'écoutant, mais du coup, c'est pour un projet aurifère, apparemment, Brigitte. Donc, c'est bien, en gros, des déplacements de population, et ça, je vais l'expliquer après, mais pour des projets miniers. Donc, c'est ce qui s'est fait plusieurs fois, en fait. Il faut savoir que c'est souvent, en fait, comme c'est des concessions qui sont données à la Chine et qu'elle est très souvent majoritaire, exploitant majoritaire, voire seule exploitante des mines, elle envoie des ouvriers chinois pour exploiter avec des machines chinoises. Et il y a énormément de dégâts qui sont faits par rapport à l'environnement. Déjà que les mines, de toute façon, c'est jamais très écolo. La Chine, en fait, fait souvent de la fracturation et ce genre de choses. Et on a effectivement plusieurs villages qui ont dû être déplacés et parfois des trous importants qui commencent à apparaître dans des zones totalement habitées ou agricoles. Mais en fait, tout ça, c'est le prolongement de l'exploitation minière. Donc, c'est pas directement déplacer des gens pour exploiter les sols, je veux dire, agricoles de manière agricole à la place de ces personnes-là. C'est simplement pour les donner pour des exploitations minières, d'hydrocarbures, etc. Donc, je reprendrai quelques questions après ou après l'intervention de Salamata, mais je voulais juste en venir sur le fait que, justement, ta question m'amène au fait que on va parler de l'utilité en fait de ces prêts. Alors pourquoi est-ce que ces prêts sont parfois inutiles? On l'a vu dans le cas de Humble Data. En fait, le cas de Humble Data, c'est un cas d'éléphant blanc. Donc les éléphants blancs, encore une fois, je vous remets le travail du CDTM, mais ce sont des grands travaux inutiles, comme le Baraginga, etc. Donc qui sont financés ça par la Banque mondiale. C'est des grands projets qui ne servent pas en fait les populations, mais principalement en général des intérêts privés ou particuliers
et qui coûtent des millions à la collectivité, puisque ce sont des emprunts publics. Il ne faut pas oublier que c'est les populations qui payent derrière via les taxes, enfin, c'est l'État qui paye, donc c'est les populations qui payent, alors que c'est des projets qui ne servent pas le bien commun. C'est aussi le cas pour certaines choses, et on en viendra du coup à la question du soft power, mais par exemple pour ce qu'on a appelé la diplomatie du palais. Il faut savoir que la Chine a construit énormément de palais présidentiels dans plusieurs pays africains. C'est considéré comme de la bonne entente et des relations diplomatiques, mais c'est des palais qui sont offerts. C'est même pas, ici, on parle même pas de prêt. J'ai plus la liste des pays, mais il y en a quand même pas mal qui sont vus offrir un palais par la Chine. Il faut aussi savoir que, par exemple, le siège de l'Union africaine a été construit entièrement par la Chine et financé par la Chine. Donc, c'est des choses qui peuvent poser question en termes de soft power. Je ne dis pas il faut toujours se rappeler, quand je parle ici de la Chine, que les pays européens ont fait exactement pareil. Et je veux dire, les aides liées, etc., c'est pas du tout quelque chose qui est nouveau et inventé par la Chine. Le fait qu'on embauche des entreprises françaises pour aller construire du rail français en Afrique et que ce soit financé par de la dette africaine, mais qu'on embauche seulement des Français pour construire, etc. Tout ça, c'est des choses qui existaient déjà bien avant. Donc ici, c'est un peu plus c'est une nuance sur le même thème, mais c'est pas une invention chinoise. Le problème de tout ça, c'est un problème aussi qui cause. Il y a énormément de flou en fait au niveau des prêts, puisque déjà il y a un flou au niveau des prêts qui sont privés en Chine, ce qui est un concept qui est très flou, mais l'Exim Bank, donc la banque chinoise d'importation et d'exportation, est une banque qui est considérée comme majoritairement privée, mais sous contrôle du parti chinois. C'est une banque qui fait énormément de prêts qu'on appelle circulaires. Donc les prêts circulaires, en fait, c'est simplement des prêts où, comme on embauche des entreprises chinoises et comme on embauche des Chinois pour venir construire des choses en Afrique, en fait, les prêts ne quittent jamais la Chine. Donc la Chine propose une ligne de crédit à 100 millions pour construire, pour faire des grands travaux. Elle embauche donc des entreprises chinoises et des ouvriers chinois pour le construire avec des matériaux qui viennent de Chine. Et donc, en fait, les prêts font plutôt comme ceci que passer directement par l'Afrique. Donc, en fait, le pays emprunteur ne voit jamais la couleur de l'argent. Il reçoit juste une note de frais. Ces prêts ne quittent pas la Chine. Souvent, les gouvernements de plusieurs pays africains n'indiquent pas non plus ces frais dans leur ligne de compte publique, ce qui rend très difficile l'accès aux chiffres, puisque en fait, ils n'ont pas trop intérêt à dire qu'ils ont une dette qui est grandissante, ce qui leur permet d'emprunter à moindre coût sur les marchés privés ou à la Banque mondiale ou quoi que ce soit, puisque leur dette est considérée comme moindre et donc ils sont considérés comme moins à risque de défaut de paiement. C'est aussi pour ça que le flou est entretenu et par plusieurs leaders africains et par la Chine. Donc il faut faire très attention parce que ici, moi j'ai quelques chiffres que vous retrouverez dans les articles. J'ai essayé d'avoir les chiffres les plus exacts possibles, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un flou qui est entretenu volontairement par ces États et par ces pays et que c'est très difficile d'avoir des chiffres qui sont corrects, à jour, et que donc souvent ce sont des estimations. Je le dis pour ne pas que vous preniez ça pour la Sainte Bible. Il y a plusieurs sites qui sont qui sont référencés dans les articles, qui permettent d'y voir plus clair, où il y a eu des travaux universitaires, etc. Mais ne pas oublier que ce sont toujours des approximations, le plus exact possible. Et voilà. Donc, la question du soft power, en fait, et des grands travaux utiles, pardon, j'y reviens. Mais tout ça pour dire qu'il n'y a jamais d'études de faisabilité qui sont faites dans ces grands travaux. Donc, la Chine accorde des prêts souvent parce que c'est dans son intérêt pour sécuriser donc des minerais, des infrastructures, pour sécuriser des relations politiques aussi, puisqu'au final, en fait, ça ne lui coûte pas très cher de prêter aux pays africains. Il faut savoir que ça ne représente pas énormément d'argent pour la Ligue de crédit de la Chine et que comme elle assure ses arrières avec la récupération d'infrastructures ou de minerais qui, eux, sont au cours du marché, elle ne prend pas énormément de risques. Il y a plus de bénéfices de sa part. Il y a aussi un bénéfice qui est demandé par les pays africains, puisque en fait, ils peuvent emprunter sans conditionnalité directe et que c'est des prêts qui sont toujours accordés, ou quasiment toujours, qu'il y a aussi une volonté de la Chine de permettre des restructurations de ces prêts qui est beaucoup plus simple qu'avec le FMI et la Banque mondiale.
avec sans intervention dans l'économie directement. Il n'y a pas de plan de rigueur budgétaire, d'austérité, etc., qui sont prévus par la Chine, alors que c'est les plans d'ajustement structurel, c'est ce qui fait le FMI et la Banque mondiale. Donc c'est différent et ça constitue effectivement une alternative. C'est pas une meilleure alternative pour autant. C'est une alternative. Ça, je vais le voir dans la conclusion, mais c'est une alternative quand même. Il faut savoir que en plus de ça, donc ici on va un peu sortir du thème de la dette, mais donc on a parlé de la relation, de la rupture des relations avec Taïwan, qui est un avantage également pour la Chine, du soft power. Donc il y a énormément de votes chinois, de votes pardon africains qui comptent dans les institutions internationales pour la Chine. Donc elle a énormément de pays africains qui sont derrière elle pour absolument tous les votes dans les institutions importantes, que ce soit l'OMC, que ce soit au niveau de la Banque mondiale, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit au niveau de la FAO, etc. C'est des votes qui sont acquis à la Chine via ses prêts, puisqu'elle a énormément de poids politique via ses prêts. Il y a beaucoup d'instituts Confucius qui ont été construits les instituts Confucius, des instituts d'apprentissage de la langue chinoise et de la culture chinoise qui ont été construits en Chine les 20 dernières années. Il y en a 56 pour le moment sur le continent. C'est autant que d'instituts français qui ont été construits le dernier siècle sur le continent. Donc, c'est des instituts qui sont implantés un peu partout en Chine, un peu partout en Afrique, pardon, et qui sont censés promouvoir la culture chinoise. Il faut savoir que la Chine recherche les partenariats avec l'Afrique aussi, et ça elle le dit moins, parce qu'elle a besoin de débouchés pour ses marchés. Après la guerre commerciale qui a opposé la Chine et les États-Unis, la Chine a eu énormément besoin de ce qu'on appelle la croissance africaine, le potentiel de croissance africaine. Le fait qu'elle a beaucoup utilisé son marché intérieur pour faire d'énormes bons au niveau de sa croissance, en fait, elle a énormément investi dans les constructions de bâtiments, dans la consommation interne. Et comme il y a une stagnation de la croissance chinoise, elle a besoin de chercher de nouveaux marchés. L'Afrique, pour ça, est parfaite puisque il y a un pouvoir d'achat qui est similaire à celui de la Chine avant son grand développement, et du coup, ça permet d'écouler des marchandises à bas prix sur tout le marché africain. Ça permet aussi de construire énormément d'infrastructures pour des entreprises qui sont devenues énormes et qui n'ont plus de place sur le territoire chinois pour construire. Mais ça mène à des abus, comme la cité de Kilamba-Kiaxi, par exemple, qui est une cité dortoir énorme qui a été construite en Angola et qui en fait ne tient pas du tout compte des besoins de la population, puisqu'il y a effectivement une pression énorme pour le logement en Angola, mais que cette cité dortoir a été construite loin de la capitale, loin des centres où il y a beaucoup d'emplois, etc., et qu'en fait elle demeure majoritairement vide. Il faut aussi savoir que les prix des loyers étaient beaucoup trop élevés. Donc on se retrouve avec d'énormes projets comme ça qui ont été construits et qui créent de la dette, mais qui ne sont pas spécialement utilisés enfin qui ne sont pas spécialement faits avec des études de faisabilité. Ensuite, j'en viens tout doucement à ma conclusion. Donc ici, on a vu énormément d'informations et de raisons différentes de la présence chinoise en Afrique. La conclusion de tout ça, en fait, c'est que la présence chinoise en Afrique n'est pas bienveillante, contrairement à tout ce qui ressort on voit souvent dans les sommets Chine-Afrique, et aussi même depuis les années 60, des grands discours sur la fraternité des peuples qui sont promus par la Chine, sur le fait que la Chine n'a pas d'histoire coloniale en Afrique et que donc elle serait une espèce de grand frère par rapport au continent africain et elle voudrait que l'Afrique suive la même courbe que la Chine tout en évitant de tomber dans les écueils de néocolonialisme et de présence de pays occidentaux, etc., qui sont beaucoup trop interventionnistes, avec des modèles de pensée qui soumettent en fait le continent africain, etc. Il faut savoir que la Chine trouve totalement son compte et que, en fait, tout ça, tous ces prêts-là, même s'ils peuvent constituer une alternative, devraient se faire, en fait, et c'est ça que nous, on préconise au CADTM, et pour ça, je vous conseille, en fait, simplement de lire, vous verrez derrière Pablo, il y a plusieurs livres, dont la brochure Afrique, qui a été éditée et écrite entièrement par le réseau CADTM Afrique, et donc pas par nous, et c'est totalement tant mieux, mais qui explique en fait les besoins de l'Afrique en termes de financement et pour ses infrastructures et de financement pour son droit au développement, etc. Et en fait,
il y a des choses beaucoup plus simples à faire que de continuer des lignes de crédit avec des modalités différentes qui en fait constituent quand même un obstacle au développement et au bien-être des peuples. Tout d'abord, et je les ai listés à la fin de l'article, mais simplement annuler certaines dettes coloniales, mais annuler aussi certaines dettes qui ont été faites pour des grands projets inutiles. Et ça, la Chine peut le faire aussi. Mais ça nous concerne aussi. Tout ce que je vais dire là concerne autant les pays du Nord, les grandes institutions comme la Banque mondiale et le FMI que la Chine. Et ça devrait concerner aussi les créanciers privés qui ont une grande part dans la soutenabilité de la dette africaine, ne l'oublions pas. Donc, en fait, il faudrait annuler les dettes qui sont illégitimes, les dettes qui n'ont pas servi au développement humain et au service des populations. Il faudrait s'opposer aux conditionnalités qui sont délétères, donc que ce soit les conditionnalités a posteriori comme les plans d'ajustement structurel ou les conditionnalités de se saisir des infrastructures ou de se rembourser de manière totalement dégueu pour les populations et pour l'environnement sur les extractions minières, etc. Il faudrait procéder donc à des audits citoyens. Je vous renvoie encore une fois au site pour toutes ces définitions-là, etc., puisqu'on sait bien qu'elles ne sont pas simples. Il y a un abécédaire, il y a pas mal d'articles ressources qui vous permettront de mieux comprendre si vous n'êtes pas familier par rapport à ces sujets-là. Il faudrait lever les brevets sur pas mal de choses pour l'accès à la santé. Ça, ici, c'est des listes qui ne sont pas à voir avec le sujet d'aujourd'hui, mais c'est des listes qui sont importantes pour le continent et qui étaient listées dans la brochure Afrique, donc. Mettre un terme aux dispositifs fiscaux inégalitaires. Il faudrait une politique d'endettement légitime auprès de banques socialisées. Salamata en parle un petit peu, mais il y a des projets de nouvelles banques de financement par les pays des BRICS qui sont actuellement en cours et qui ne sont pas non plus une alternative grandiose auprès de la Banque mondiale et de FMI, mais ça, je laisserai Salamata en toucher deux mots. Et il faudrait mettre en place des véritables politiques de réparation. Ça semble un minimum par rapport à toute l'histoire coloniale des pays du Nord. Un travail entamé qui était très peu entamé, très maladroitement et pas du tout de manière suffisante. Donc c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour permettre un développement juste du continent africain. Je vais conclure là-dessus. Je pense que c'était assez dense et parfois je me suis un petit peu perdu dans mes exemples, etc. Donc je compte sur vous pour reposer certaines questions si jamais c'était pas clair et pour redemander des précisions. Je vous renvoie aussi aux articles qui ont été écrits, mais pas que les miens. Vous verrez évidemment que je suis le pas encore digne héritier d'une longue lignée de permanents et permanentes du CADTM qui ont écrit plein d'articles là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller voir tout le travail qui est sur le site, qui est gratuit pour vous renseigner et pour pallier au manquement que j'aurais pu avoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci PF. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions directes, mais à part si vraiment ça vous démange, je propose de céder directement la parole à Salamata. Et puis après, on peut vraiment ouvrir les questions et les discussions pour ceux qui ont, pour ceux qui ont des questions. Du coup, Salamata, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup pour la parole. Je voulais intervenir sur trois ou quatre points, mais je pense que Pierre a déjà abordé beaucoup d'éléments concernant la présence chinoise sur le continent africain. Je vais peut-être essayer de revenir sur un certain nombre d'aspects ou d'insister sur un certain nombre de points qui me semblent vraiment très importants. En ce qui concerne la présence chinoise sur le continent africain, il faut dire que cette présence est remarquée à travers vraiment une stratégie active de la Chine. Qu'est-ce qui a amené cela? C'est le besoin, surtout en matière première. Ça, il faut le dire tout de suite. Et aussi la volonté d'en diversifier les sources et rechercher les marchés extérieurs dynamiques et les territoires ouverts à l'internationalisation des firmes chinoises. C'est ça surtout qui a motivé la Chine à intervenir en Afrique. Et elle a un peu tiré profit de la libéralisation opérée sur le continent africain lors des programmes d'ajustement structurel depuis les années 80-90. Et c'est ainsi qu'elle a mis en place le Forum de coopération chino-africain depuis les années 2000. Ces forums, en fait, constituent une plateforme diplomatique à travers laquelle des investissements à grande échelle sont un peu facilités. Des conférences ministérielles triennales sont tenues qui fixent un peu les objectifs dans lesquels s'inscrivent la coopération bilatérale. Et l'engagement chinois en Afrique s'est surtout prononcé à partir des années 2000
à travers justement le premier forum Chine-Afrique et la création d'un fonds de développement pour financer surtout la formation professionnelle ainsi que la China-Africa Joint Business Council. À cette occasion, la Chine a annoncé l'annulation de 1,2 milliard de dollars. Et le deuxième forum s'est tenu à Dar es Salaam en 2003. Et le troisième forum s'est tenu, a coïncidé un peu avec le sommet des chefs d'État en octobre 2006. Et lors de ce troisième forum, la Chine a annoncé un doublement de son aide entre 2006 et 2009, la création d'un fonds de 5 milliards de dollars, dont 3 milliards de crédits concessionnels et 2 milliards de crédits commerciaux, et l'annulation de 1,4 milliard de dollars de dettes, la construction des hôpitaux, notamment 30 hôpitaux, la formation de 15 000 Africains. Elle a par ailleurs annoncé aussi la construction des zones de franges industrielles pour accueillir les investisseurs chinois. La première a été construite surtout en Zambie, la deuxième a été inaugurée en Maurice, et il y a eu aussi des projets en négociation en Égypte, au Nigeria, en Tanzanie, etc. Elle se fait remarquer aussi à travers des investissements. Et les premiers recevaient des investissements directs chinois sur le continent africain, c'est surtout l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Zambie, la RDC, la République démocratique du Congo, l'Égypte, le Niger, le Soudan. Il y a aussi l'Angola qui totalise 78% des flux recensés par le ministère chinois du Commerce. Il y a aussi la compagnie chinoise qui est déjà active en Afrique, notamment dans le domaine du cuivre, dans le domaine du nickel en Zambie surtout. Elle a acquis en 2011 pour 1,3 milliard de dollars face aux géants brésiliens. Il y a la compagnie minière sud-africaine Metorex qui possède des unités d'exploration et de production en RDC aussi en Zambie. Et ce qu'il faut noter à ce niveau, c'est que en 2007, il y a eu le plus important investissement chinois jamais réalisé en Afrique. C'est environ une somme de 5,6 milliards de dollars qui a été éjectée. Voilà. Et à travers aussi, elle intervient à travers des contrats et puis des échanges aussi. Et concernant les contrats, il faut dire que les statistiques chinoises de coopération internationale renseignent un peu les contrats de construction et de génie civil obtenus par les entreprises chinoises. Ce qui est vraiment important à signaler en ce qui concerne la Chine, c'est que les contrats chinois sont exécutés par les entreprises de la Chine. Donc ça aussi, ce n'est pas un fait néant, ce n'est pas un fait anodin. Pour 2011, elle indique un montant d'opérations en Afrique d'environ 36 milliards, soit une part de l'Afrique dans l'ensemble des contrats chinois, environ 103 milliards, d'environ 35% qui ont été confirmés par des données fournies donc par héritage. En fin 2010, selon l'Office statistique chinois, un peu plus de la moitié des travailleurs chinois employés sur les contrats à l'étranger, soit environ 200 000 personnes comme ça, qui étaient un peu employées en Afrique, principalement en Algérie, en Libye, en Angola, au Soudan, au Nigeria. Donc, à la suite des grandes entreprises publiques aussi qui sont présentes sur les différents secteurs, notamment les secteurs miniers et les secteurs pétroliers, il y a aussi des investissements dans le domaine des infrastructures. Et donc, les entreprises chinoises, il y a des entreprises publiques et puis il y a des entreprises privées aussi qui interviennent. En termes d'échange, ce que je voulais apporter comme contribution, c'est que je voulais dire que la Chine, en fait, est devenue un partenaire économique et commercial, disons même le premier partenaire économique et commercial de nos jours du continent africain, mais aussi un bailleur de fonds très important. Parce qu'aujourd'hui, elle figure parmi les premiers partenaires commerciaux de nombreux pays africains. Je vais citer par exemple le Gabon. Le Gabon, la Chine est deuxième client après les États-Unis. Bénin, il est deuxième fournisseur, il est cinquième fournisseur en Afrique du Sud, il est sixième fournisseur en Algérie, par exemple. Donc, ça montre vraiment la présence de la Chine en Afrique. La Chine aussi exporte des produits manufacturés vers l'Afrique. Donc, c'est surtout la main-d'œuvre, j'ai dit la main-d'œuvre, c'est surtout en termes de consommation qui fait que la Chine vise un peu le continent africain. Parce qu'avec le continent africain, elle a la possibilité d'exporter ses produits
où elle importe des ressources premières, des ressources naturelles telles que le pétrole, les minéraux, le bois, mais en contrepartie aussi, elle fait l'exportation des produits manufacturés vers l'Afrique. Et donc, les entreprises chinoises sont surtout présentes dans les activités pétrolières et minières, comme j'avais dit. Il y a aussi l'électroménager, il y a l'électronique, il y a les télécommunications aussi. Et elles sont vraiment présentes dans ces différents domaines-là. Et quel est l'impact des différentes méthodes de financement sur les pays du Sud et les populations? Il faut dire que il y a d'autres banques, comme par exemple la Banque de construction, la Banque populaire de Chine, qui sont vraiment, qui participent aussi à la politique chinoise en Afrique. La Chine participe aussi aux organisations de Bretton Woods et à la Banque asiatique de développement. Elle est entrée même au capital des banques régionales au niveau de l'Afrique. Elle a pris des parts là-bas, ou bien elle a même le plus gros parts en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Il y a la Banque africaine de développement, la BAD. Donc, ici, ce qui a impressionné un peu certains pays africains, c'est le fait que, en fait, ils ont constaté que les pays occidentaux s'orientent vers l'aide programme et l'aide budgétaire, alors que la Chine finance exclusivement des projets. Et les grands projets, c'est surtout des projets de construction, de chemins de fer, donc des stades, des palais, comme il a souligné tantôt. Donc, c'est ça qui fait que la Chine s'est fait remarquer parce qu'elle intervient aussi même dans les petits projets, dans le domaine de la riziculture, la construction des ponts, les routes, les hôpitaux, etc. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que, en fait, on a l'impression que la Chine ne prête pas avec des intérêts ou est un peu plus souple, alors que au fond, il n'y a pas de conditionnalité directe, mais au fond, elle gagne plus que même les autres pays parce que elle prête en contrepartie des ressources naturelles. C'est ça, en fait, c'est là que le bas blesse. Non seulement en contrepartie des ressources naturelles, mais aussi en contrepartie des contrats très, très jutés. Comme je vous ai dit, ce sont les entreprises qui interviennent directement sur le continent africain. Donc, elle a essayé d'occuper un peu les terrains laissés par les bailleurs de fonds traditionnels qui ont un certain nombre de conditionnalités, telles que le respect des droits humains, la gouvernance démocratique. On impose un certain nombre de conditions aux pays africains allant dans le sens donc de la privatisation, allant dans le sens de la réduction des effets dans l'administration, par exemple, allant dans le sens de la libéralisation des différents secteurs stratégiques. Ils encouragent aussi les pays à s'engager sur la voie de la démocratie, la bonne gouvernance, alors que la Chine ne pose pas toutes ces conditionnalités-là. Cependant, il y a Laurent Delcourt, qui est un chercheur, qui a dit qu'en réalité, l'aide chinoise est doublement liée. Parce que d'une part, les projets financés par la Chine font essentiellement appel à des entreprises chinoises et d'autre part, les financements de projets d'infrastructures tels que les routes, les ponts, les hôpitaux ou autres sont systématiquement liés à l'octroi de concessions pétrolières et minières. Donc, en ce moment, la Chine gagne doublement. Voilà. Quand on regarde comme ça, de prime abord, on a l'impression qu'elle perd, alors que dans le fond, elle ne perd pas. Si elle est là, si elle est présente, elle investit, elle se donne à fond, ça veut dire qu'elle a des intérêts effectivement à défendre. Voilà. Est-ce que cela constitue une menace ou pas pour la soutenabilité de la dette africaine? Oui, les anciens bailleurs de fonds, c'est ce qu'ils disent. Le FMI, la Banque mondiale et tout. Ils ont publié même des rapports dans lesquels ils ont fait ressortir explicitement le fait que, en tout cas, l'intervention de la Chine a appauvri certains pays africains et même augmenté leur dette. Donc, beaucoup de pays passent un peu au surendettement. Maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir un peu si ces partenariats entre la Chine et les pays de l'Afrique, que ce soit l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale ou les autres parties ou l'Afrique du Nord, est-ce que c'est un partenariat gagnant-gagnant ou pas? En tout cas, la Chine et les pays africains ont beaucoup à gagner, c'est vrai, de la coopération, car cette coopération leur permet donc de soutenir mutuellement leur développement. Les bénéfices de la présence chinoise en Afrique sont évidents.
Mais l'impact pour le pays africain même est beaucoup plus discuté parce que la Chine revendique une relation gagnant-gagnant. Mais au fond, je pense qu'elle gagne plus que le continent africain. Parce que pour se réconforter dans cette position, la Chine souvent refuse l'appellation même de donateur et considère son aide comme étant une aide entre les pays du Sud. Comme la Chine fait partie des pays émergents, elle pense que ça rentre dans le cadre de la solidarité avec l'Afrique et cela est fondé sur un sentiment de compréhension, d'humiliation, en tout cas comparativement aux puissances occidentales. Et donc, c'est à cause de cette expérience surtout que la Chine estime que, en tout cas, son intervention sur le continent africain, elle a beaucoup plus d'empathie avec les aspirations africaines que les partenaires traditionnels. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, je pense qu'en fait, l'investissement chinois en Afrique, c'est un investissement qui va un peu au-delà des matières premières, parce que ce qui attire beaucoup plus la Chine en Afrique, c'est aussi la part des marchés. Et il y a beaucoup de consommateurs qui constituent, surtout pour ces produits manufacturiers, pour ces entreprises de construction. L'Éthiopie, par exemple, est un exemple dans ce domaine-là. Donc, il y a l'Éthiopie, il y a le Nigeria, il y a l'Afrique du Sud qu'on peut citer comme exemple. C'est aussi pour un intérêt diplomatique que la Chine intervient parce que la Chine cherche vraiment à se faire une place au soleil. Elle cherche aussi à conquérir des territoires. Elle cherche vraiment à conquérir l'Afrique par tous les moyens. Donc, cet aspect aussi est très, très important à prendre en compte. Mais c'est un avantage pour l'Afrique. Les pays africains ont besoin donc de commerce et d'investissement, c'est vrai. Peu importe où cela vienne, que ça vienne de la Chine ou des partenaires traditionnels, que ça vienne donc des pays émergents, la Turquie, le Brésil, l'Inde ou la Russie, etc. Mais bien qu'il comporte de nombreux risques, les partenariats avec la Chine apportent des avantages tangibles en matière de financement et en matière d'infrastructures qui sont visibles sur les terrains. Donc, parce qu'il y a certains pays africains aussi qui estiment que durant des décennies, ils ont entretenu des relations souvent qui ne sont pas productives et qui ont été improductives avec certains bailleurs de fonds internationaux. Bon, même si ces derniers ont apporté quand même des milliards de dollars en termes d'aide, ils ont également aussi imposé un certain nombre de réformes, inspirées surtout donc, comment dirais-je, des passes. Donc, ce qui fait que le continent aussi est attirant, c'est en fait à cause de la politique non interventionniste de la Chine. C'est ce qui attire un peu certains pays africains qui disent que, en tout cas, la politique officielle de la Chine en Afrique, c'est que elle n'intervient pas directement dans les affaires politiques des pays concernés. Elle essaie en tout cas de mettre en avant un partenariat gagnant-gagnant, même si dans le fond, on sait qu'elle ne perd pas beaucoup. Mais malgré tout, hein, l'Afrique ne se développe pas comme on le souhaite parce que la pauvreté est toujours là, le niveau de santé pose problème parce qu'il y a manque d'infrastructures sanitaires, il y a des carences en termes d'éducation qui sont autant de freins pour le développement de l'Afrique, malgré toutes ces interventions, que ce soit des interventions qui viennent de l'Occident ou de la Chine ou d'autres partenaires. Donc, c'est ça, en fait, le problème. Donc, à ces insuffisances, il faut ajouter aussi la situation d'instabilité politique et économique de l'Afrique. L'Afrique, en gros hein, est un continent un peu en marge des principaux échanges internationaux. Mais est-ce qu'on pourrait se demander si la Chine particulièrement aurait-elle un plan pour l'Afrique, oui ou non? Pour certains observateurs, oui. L'influence de la Chine en Afrique serait due à l'existence d'un plan bien ficelé à Pékin là-bas, où tout ce qui concerne le continent africain serait minutieusement préparé, coordonné. L'intervention de la Chine ne se fait pas au hasard et qu'elle s'est bien préparée à conquérir ou à reconquérir ou à recoloniser le continent africain.
surtout au regard de la rapidité et de l'efficacité avec laquelle la Chine s'est implantée sur le continent africain. Et en tout cas, ça permet de renforcer un peu cette thèse au regard aussi des effets diplomatiques considérables que la Chine mène sur le continent. Et on sait qu'entre avril 2006 et janvier 2008, par exemple, il y a eu les plus hauts dignitaires de l'État chinois qui ont effectué beaucoup de tournées sur le continent africain, visitant environ une trentaine de pays africains. Par contre, d'autres pensent que non. Le fait que la Chine intervient en Afrique, mais elle ne doit pas avoir un plan pour l'Afrique en réalité. Ils pensent qu'en fait, les succès, ou en griffe, les succès de la Chine en Afrique sont dus un peu à un concours de circonstances qu'elle a su mettre à son profit à un moment donné. Donc, elle a su profiter donc, de ces circonstances-là pour asseoir un peu son image sur le continent africain. Bon, mais cela ne nous empêche pas vraiment de savoir ou de se demander si aujourd'hui, qu'est-ce qui se cache derrière les relations Chine-Afrique? Est-ce que la Chine constitue aujourd'hui une réelle alternative pour l'Afrique ou pas? Voilà, ça c'est une question très, très importante. Ou bien au contraire, son intervention constitue une menace ou une nouvelle colonisation pour les pays de l'Afrique. En tout cas, l'apparition de la Chine a été accueillie avec beaucoup de suspicion dans certains pays africains. On a dénoncé un peu les visées impérialistes aussi de la Chine et les nouveaux pactes coloniaux qu'elle imposera à l'Afrique, parce qu'en fait, elle est présente à cause des matières premières. Ça, au moins, c'est clair que sa présence, c'est à cause des matières premières. Et cela pourrait même être un peu une menace pour les anciens partenaires qui estiment que la Chine est en train de prendre un peu leur place. Et à ce niveau-là, je crois qu'il y a beaucoup de critiques qui sont un peu formulées, des critiques directes qui sont formulées sur la nature de la relation que la Chine entretient aujourd'hui avec l'Afrique. Et plusieurs études ont révélé aussi, dans le cadre de ces partenariats-là, un certain nombre d'infractions et le fait que ça ne respecte pas souvent la réglementation du travail en particulier, parce qu'il y a des entreprises chinoises qui sont présentes sur le continent africain, des firmes qui sont là, mais qui ne respectent pas du tout les droits des travailleurs. Ça aussi, c'est un élément très capital qui a été dénoncé même par des ONG, des structures de défense des droits de l'homme. Ça a été établi dans plusieurs pays, par exemple même en Zambie, en Angola. On accuse aussi la Chine d'avoir un agenda un peu caché dans sa marche vers l'Afrique et d'aider les pays africains pour pouvoir mieux les déposséder, surtout de leurs ressources naturelles. Puisque si vous devez avoir une aide en contrepartie, vous devez céder vos terres, vous devez céder vos ressources. Bon, moi, je pense que la Chine va aller transformer les mêmes ressources chez elle et puis revenir vendre ça plus cher, combien de fois plus cher que ce qu'elle a eu, au prix auquel elle a eu sur le continent africain. Donc, finalement, ça revient à la même chose, ça devient de l'exploitation, ça devient vraiment une nouvelle colonisation, une recolonisation du continent africain. Donc, ce qui pourrait me faire dire que la Chine est certes générée, c'est un créancier qui est assez généré au regard de la souplesse des conditions, mais c'est indélicat parce que au fond, les choses ne sont pas clairement posées, mais ils essaient d'intervenir de façon intelligente, mais ils gagnent plus qu'ils ne font croire qu'ils gagnent. Voilà. Parce que l'attribution des marchés aux entreprises chinoises, l'exploitation des ressources naturelles locales, et la Chine s'est hissée au premier rang des créanciers en Afrique en s'appuyant notamment sur les deux bras financiers qui sont les banques chinoises. Il y a la Police Bank, la banque chinoise d'import-export, il y a la banque de développement, la banque chinoise de développement aussi, ainsi que des fonds bilatéraux spécifiques comme le fonds de développement Chine-Afrique qui a été mis en place aussi. Et toutes ces banques, tous ces fonds qui ont été mis en place, en fait, c'est pour pouvoir bien exploiter les pays en Afrique. La Banque de développement de Chine, c'est une banque publique chinoise qui est spécialisée un peu dans le financement des infrastructures, dans le cadre de la soutien de la politique monétaire de la Chine en Afrique.
Voilà. Contrairement à d'autres banques, à d'autres pays capitalistes, cette banque offre des crédits dans l'économie chinoise. Elle est toujours largement, parce que cette banque, c'est une banque publique, ça veut dire que c'est une banque qui est entre les mains de l'État. Et donc, ça fait que les marchés boursiers se développent, ils jouent un rôle, les marchés boursiers qui se développent autour jouent un rôle secondaire par rapport à l'importance de cette banque. Donc, ce que je voulais dire, en gros, c'est que la Chine accorde certes des prêts sans conditionnalité directe aux pays africains, mais de façon indirecte, il y a l'exploitation. Je crois que Salamata a frisé. On avait prévenu qu'elle avait des problèmes avec son réseau sur place et qu'elle espérait pouvoir arriver à la fin de sa présentation. Mais j'ai l'impression que ça va être compliqué. J'espère que ce sera rétabli parce que, en fait, la phrase qu'elle avait dite était vraiment importante, c'est-à-dire que la Chine euh, faisait des... Ah, la Ah, voilà. la revoilà. Je suis là. Ouais, Donc, j'avais, c'était coupé. Je ne me suis même pas rendu compte que vous ne m'entendez pas. Euh, ok. ok. Je te laisse reprendre. Oui. Je ne sais pas à quel niveau vous m'avez perdu, mais je vais déjà même clôturer. Je disais que la Chine accorde des prêts sans conditionnalité directe, c'est vrai, aux pays africains, mais de manière indirecte, elle gagne beaucoup parce qu'elle tire profit des matières premières, elle fait intervenir ses entreprises publiques et privées sur le continent africain et la main-d'œuvre est constituée essentiellement des Chinois qui quittent la Chine pour venir intervenir directement en Afrique. Et souvent, en tout cas, tout ce qu'elle fait, c'est bien calculé. Et pour ne pas dire même qu'elle semble avoir un plan vraiment pour l'Afrique parce que ses interventions sont assez bien organisées. Mais c'est principalement... Oui, vous m'entendez maintenant? Ouais. Ouais, Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de conclure, de ramasser rapidement. Je disais que la Chine accorde des prêts sans conditionnalité directe, c'est vrai, aux pays africains, mais de manière indirecte, elle gagne beaucoup parce que en contrepartie, on lui offre des matières premières, ces entreprises interviennent sur le continent. La main-d'œuvre est constituée essentiellement donc d'une main-d'œuvre chinoise qui vient sur les terrains pour intervenir directement. Mais c'est principalement sur le plan social, politique et environnemental que l'intrusion de la Chine en Afrique pose le plus gros problème, surtout au niveau des droits sociaux des travailleurs africains. Si tous ceux qui travaillent avec les entreprises chinoises, qu'elles soient publiques ou privées, ces personnes sont régulières, leurs droits sont régulièrement bafoués parce qu'ils sont sous-payés, manque de reconnaissance. Et ces gens-là n'ont pas les mêmes droits, par exemple, que les Chinois qui interviennent directement dans ces entreprises. Donc, il y a un traitement inégalitaire entre la main-d'œuvre locale qui intervient et puis ceux qui viennent de la Chine qui interviennent donc dans ces entreprises-là. La Chine est aussi reprochée de son manque de transparence hein, dans ses interventions en Afrique, parce que très souvent, elle ne fait pas le point de ses investissements, elle ne fait pas le point de son aide. Souvent, c'est lors de quelques sorties officielles, des visites officielles qu'elle profite pour faire quelques points. Donc, on trouve un peu que la Chine n'est pas très, très transparente dans son intervention sur le continent africain. Voilà. Donc, pour terminer, je voudrais dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que l'intervention de la Chine en Afrique est de plus en plus discutée. Et les débats se posent, ça suscite beaucoup d'interrogations et beaucoup de questionnements, surtout en termes de gagnant-gagnant. Est-ce que ça permet à l'Afrique donc de gagner aussi? Ça permet à l'Afrique de sortir de la pauvreté ou pas? C'est ça aussi, parce que s'il y a autant d'interventions, autant d'aides, si le continent malgré tout ne décolle pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Merci beaucoup. Je vais interrompre, je vais m'arrêter là. S'il y a des questions de compréhension, éventuellement, je pourrai revenir. Je vous remercie. merci beaucoup Salamata pour ces
très riches explications et pour la détermination à terminer parce que je sais que c'est pas facile de mener à bien ses explications quand ça coupe comme ça et qu'on est tout le temps interrompu. Du coup, je vous laisse la parole. On n'est pas beaucoup, mais donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions, même commentaires ou quoi, pour participer à la discussion. Le micro est ouvert. Pas de questions, de clarifications, de commentaires? Si, je veux bien. Ouais. Vas-y, Dominique. Ben, je trouve que c'était vraiment, c'est pas pour jeter des fleurs, mais merci aux deux intervenants et merci à Pablo d'avoir organisé ça. C'est dommage qu'on ne soit pas plus, mais ce n'est pas grave. Si c'est enregistré, ça mérite de toute manière vraiment des clarifications. C'est vraiment important. Euh, C'était très clair et tout ce que je peux dire, c'est merci parce que ce sont beaucoup de questions qui sont souvent oui, la Chine, en fait, comme si la Chine n'était pas un pays capitaliste, enfin, comme si ces discussions, c'était des camps, et que, donc, en fait, c'est très, très, très important ce que les, et merci à tous les deux intervenants, il n'y a pas beau d'avoir organisé cela. Maintenant, si c'est enregistré, ce sera important de diffuser mais je comprends que c'est un sujet vraiment, vraiment important. C'était très, 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 très clair. C'est pas win-win, quoi. C'est pas du win-win. Euh, voilà. Et c'est pas ce qu'on entend généralement comme simplisme, quoi. Merci aux deux intervenants et merci d'avoir organisé cela et à suivre, à quoi. Merci beaucoup, Dominique, et merci pour ta Merci. présence parce que je souligne que Dominique est une des seules personnes à être présente à toutes les formations en ligne et Oui, à nous mais bon. soutenir dignement. Je sais pas s'il y a d'autres interventions. Je vois que Dicky a désactivé son micro. Est-ce que c'est pour poser une question? Oh, c'était juste effectivement pour, pour remercier les intervenants et je vois que Salamata, effectivement, c'est une compatriote et je voulais la remercier pour tout le travail qu'elle a bas. Et effectivement, on se rend compte que la Chine, bon, elle fait passer un message, on va dire, de manière diplomatique qui puisse être cohérent avec le message que les grands dignitaires voilà, du monde veulent faire passer. Mais au fond, on voit bien que, comme elle a souligné, hein, tant qu'il n'y a pas de développement notable sur le continent, ça veut dire que quelque chose de louche est en train de se passer. Et maintenant, il faudrait effectivement creuser la transparence au niveau de de toutes ces interventions chinoises là sur le continent africain afin de pouvoir voir quelle pourrait être, comment dirais-je, la valeur que toutes ces entreprises-là peuvent apporter parce que voilà, ici, on l'a fait remarquer, c'est à travers justement des infrastructures hein, qu'on remarque que moi, particulièrement étant au Burkina Faso, j'entends que tel projet, tel projet, tel projet, c'est par là, c'est la Chine qui a financé, qui a financé, qui a financé. Mais voilà, on ne sait pas finalement quel est le montant de toutes ces interventions puisqu'elles se font rétribuer sur les matières premières de tous ces continents-là. Donc, il faudrait effectivement, on ose espérer qu'avec le concours de tous nos dirigeants africains, que voilà, cette transparence-là puisse se faire. Parce que si on rentre dans un cadre win-win, dans une relation win-win, il faudrait savoir ce que l'un apporte et ce que l'autre aussi retrouve dans cette relation win-win. Donc, tant qu'il n'y aura pas de transparence sur la valeur marchande de toutes ces interventions chinoises sur le continent, on ne saura pas non plus quel est
quelle est la valeur de tous ces minerais qui sortent de tous ces pays-là, finalement, puisqu'après, au retour, ça revient sous la forme manufacturière sur le continent. Donc ici, effectivement, comme on l'a dit, c'est de l'aide doublement liée. Elle ne gagne plus qu'elle ne fait croire qu'elle gagne. Donc finalement, voilà, on a bien compris le jeu chinois. C'est maintenant à tout ce continent, ces pays africains-là aussi, ben, déjà dans un souci de bonne gouvernance, de pouvoir faire l'état des lieux de toutes ces interventions chinoises, ne serait-ce que pour, voilà, par la suite, pouvoir véritablement rentrer dans une relation win-win. Voilà. Merci pour le commentaire. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer. Moi, j'ai juste Ouais, une vas-y. toute petite Pardon. intervention tant que je vous tiens captif. C'est simplement pour resignaler, bah, déjà vous dire merci et redire merci à Salamata aussi pour son exposé qui était super intéressant. Juste vous rappeler que la semaine prochaine, Ataxia DTM Maroc organise le contre-sommet à Marrakech. Donc c'est un contre-sommet par rapport aux rencontres annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui maintiennent malgré le tremblement de terre qui a touché le pays. Je sais que la plupart d'entre vous ne pourront pas y aller, c'est dans une semaine, etc. Mais on, on insiste sur le fait que ce serait très bien de suivre ça sur les réseaux. Il y a des choses qui vont essayer d'être transmises par des rapports et surtout après, en fait, être attentif aux publications qui concerneront la répression Oui, que le régime marocain ne va pas manquer d'exercer sur nos camarades, qu'on soit là ou une fois qu'on soit parti. Et donc ça, on compte vraiment sur votre soutien pour faire tourner ce genre de choses. C'est vraiment très important pour reconnaître aussi le travail qu'ils ont apporté et pour oui, soutenir en cas de oui, répression oui. qui ne manquera pas d'arriver. Sur un autre registre un peu plus léger, on signale aussi pour celles et ceux qui peuvent venir qu'on continuera les formations en ligne. Donc, Pablo vient de participer ça de partager ça sur le chat ici, et que on a une formation sur la dette publique belge qui se tiendra pour d'entre vous qui sont en Belgique chez Barricade le 19 octobre. Simplement, voilà, pour signaler ça. Mais donc voilà, toutes les informations sont comme d'habitude retrouvables sur le site et on essaiera pour ceux qui regardent ça totalement différé, peut-être en 2030 sur YouTube. Toutes les sources sont en description. N'hésitez pas à aller regarder. Merci beaucoup en tout cas et bonne soirée, du coup, si je peux faire le mot de la fin. Ouais, juste, je précise, comme vient de le dire PF, on a programmé la prochaine formation en ligne qui sera donc le 2 novembre. On va s'axer sur la question des coups d'État en Afrique et essayer de voir un petit peu en quoi les nouveaux dirigeants, les nouvelles personnes au pouvoir, comment est-ce qu'ils se positionnent vis-à-vis des institutions internationales vis-à-vis de la question de la dette, etc. Et alors, du coup, pour en parler, on aura Régis Essonneau, qui est membre du CADTM France, qui est gabonais et qui est membre de l'association Survie, si je ne me trompe pas, et Draman Nikiema, qui, lui, est membre du CADTM Burkina Faso. Donc, on aura ces deux experts pour nous aider à y voir un petit peu plus clair. Donc, voilà, j'ai partagé dans le chat l'événement Facebook. Je ne sais pas si vous avez tous Facebook. On ne l'a pas encore mis sur le site, mais n'hésitez pas à aller mettre je participe ou quoi que ce soit sur l'événement, comme ça vous ne le perdez pas de vue. Et du coup, désolé PF, je n'ai pas laissé le mot de la fin, mais je vous souhaite à Pas de tous une souci. très bonne soirée et j'espère vous revoir la fois prochaine. Ah oui, juste Dicky, tu sais mettre ton adresse mail dans le chat, comme ça Pablo pourra t'envoyer ça pour notre adresse mail. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Ah, salut, Bonne soirée à vous. salut. Merci. Ciao, ciao. Merci.